J'ai, avec Jean Pagès, cofondé l'Institut français d'Appreciative Inquiry, qui a comme vocation de faire rayonner la démarche appréciative. Et c'est vrai que ceux qui ont lu le livre ou qui vont le lire découvriront dans ces chapitres, dans le chapitre du livre des entreprises humanistes, un long passage sur la démarche appréciative. On a souhaité avec Jacques d'avoir autour de vous des idées, des questions. Donc il y aura un temps d'échange au milieu de la conférence. Pour animer cet échange, Christine est avec moi. Ma première question, donc, c'est ce livre, d'où vient-il et pourquoi l'as-tu écrit? Quelle est sa genèse? Pour moi, c'est très important. Dans mes différents livres, je crois pouvoir dire que j'ai jamais, dans aucun des livres, essayé de démontrer quelque chose, essayé de prouver que ce que je pense est vrai. Ce qui peut paraître peut-être surprenant, mais j'ai des convictions plus ou moins affirmées quand je commence un livre, mais je tiens vraiment à lire non seulement ce qui va dans le sens de mes idées, mais aussi et surtout peut-être ce qui va dans le sens inverse. Et ce qui fait qu'à la fin, quand je finis un livre et que, en général, je crois que c'est assez solide quand j'affirme quelque chose parce que j'ai vraiment lu les choses qui vont dans le sens inverse. Alors maintenant, par rapport à la question pourquoi j'ai écrit ce livre, d'abord, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'entreprise malgré tout, je dois le reconnaître, en tout cas beaucoup moins que vous, je pense. Et au départ, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie positive. Et j'ai envie de dire la psychologie positive appliquée. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans les médias, on parle beaucoup de la psychologie positive. Ça, c'est de plus en plus tendance. Et je ne vais pas m'en attrister, sauf qu'il y a un petit problème, si je puis dire, c'est que c'est souvent monofocalisé sur le bonheur. Et le bonheur individuel. Et pour moi, la psychologie positive, c'est beaucoup plus, et ça a des implications sociales, politiques, et notamment dans le monde du travail. Donc, dans ce cadre-là, moi, j'écris depuis des années un ouvrage, depuis 2007, sur la politique positive, c'est-à-dire la psychologie positive appliquée dans la politique, que ce soit l'éducation, la santé publique, le monde du travail, la justice, les relations internationales, l'économie, enfin l'environnement, ça c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est simplement un chapitre qui devait faire à peu près 20-30 pages, qui est devenu un pavé de 500 pages. Donc voilà, en tout cas, moi ce qui m'importe, c'est de montrer, mais sans essayer à tout prix de démontrer, c'est un peu... Mais ça montre en quelque sorte que la psychologie positive dans le monde du travail, ça marche. Après, on pourra peut-être détailler un peu ce que ça veut dire ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche d'abord parce que ça rend les gens heureux, et puis il y a d'autres effets aussi. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment dans l'idée générale de la psychologie positive que j'ai écrit ce livre. Ah oui, puis il y a aussi quelque chose... peut-être me concernant, c'est qu'en fait, et là aussi c'est le paradoxe, c'est que moi j'ai pas du tout une fascination pour le monde de l'entreprise, et je dirais même par rapport à mon histoire personnelle, j'ai écrit des ouvrages sur la résilience, et comme on dit, je les ai pas écrits tout à fait par hasard, c'est lié à mon histoire d'enfance, et en plus mon père qui est à l'origine d'un certain nombre de problèmes dans notre famille, et quand je dis problème c'est très euphémique, eh bien, avait créé une entreprise, était PDG d'une entreprise. Et donc, les premières personnes que je comptais exterminer au grand jour de la Révolution, c'était les patrons. Donc, voilà. Donc, c'est une sorte de reconversion. Ce livre est aussi une sorte de reconversion personnelle. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'une entreprise humaniste? C'est-à-dire, finalement, où elle se situe aujourd'hui? Quelle est sa place dans le modèle actuel, le modèle économique? Alors, en fait, ce que je définis comme une entreprise humaniste, je dis, à un moment j'ai une définition, c'est de dire que c'est un rassemblement, une communauté de personnes, femmes, hommes, qui agissent ensemble au service du bien commun. Ce qui est évidemment très différent de l'image qu'on a habituellement des entreprises. Et je dirais que, qu'est-ce que j'appelle là le bien commun? Le bien commun, pour moi, il se situe à plusieurs niveaux. D'abord, c'est
eux-mêmes, c'est les personnes eux-mêmes, c'est-à-dire que, comment dire, qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent trouver de la satisfaction au travail, à la fois dans les conditions matérielles, dans les conditions relationnelles. Donc ça vise d'abord les personnes qui travaillent. Ensuite, ça vise également ce qu'on appelle les parties prenantes. En amont, les fournisseurs, d'avoir des relations honnêtes, saines avec les fournisseurs. En aval, avec les clients, faire des produits de qualité, alors produits, que ce soit des produits ou que ce soit des services, de qualité pour le client, et puis qui ait du sens pour la société, plus largement que c'est du sens pour la société, et par ailleurs avec le respect de l'environnement, voire l'amélioration de l'environnement. Donc c'est vraiment être au service du bien commun. Et il y a une vision de l'entreprise qui nous est transmise depuis des dizaines d'années, selon laquelle la finalité de l'entreprise, c'est de faire du profit au service des actionnaires. Et je pense qu'il faut tout revoir. Et alors, juste, si je peux en parler, prendre quelques minutes là-dessus, comment dire, depuis 20-30 ans, c'est plus très tendance de dire que la seule finalité de l'entreprise, c'est le profit des actionnaires, et on nous parle de triple performance. Les 3 P, le profit, les personnes, en anglais people, et la planète. Donc, rajouter à la rentabilité économique pour les actionnaires, rajouter 2 autres aspects, la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale. Formidable. Sauf que je mets une nuance très forte qui est que finalement, quand vous lisez, vous décortiquez un peu plus un certain nombre de personnes qui tiennent ces propos, quand vous lisez un peu plus ce qui est dit, eh bien finalement on n'a pas changé de paradigme parce que les 2 P que sont la planète et les personnes sont au service du 3e P qui est le profit. C'est-à-dire que la finalité ultime est toujours le profit. Donc on est toujours dans le même cadre de pensée, même si on a rajouté 2 autres aspects. Je pense qu'il faut renverser complètement. Le profit ne devrait pas être une fin, mais devrait être un moyen. De la même manière que nous avons besoin d'air pour vivre, c'est un moyen, mais nous ne vivons pas pour respirer, nous respirons pour vivre. Ce n'est pas la même chose. L'air est un moyen nécessaire. Pourquoi ? Pour la vie. Il ne faut pas renverser la fin et les moyens. Et donc, l'entreprise a besoin de rentabilité, mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est d'être au service des personnes et au service de l'environnement. Alors maintenant, ça c'est la définition des entreprises humanistes. Quelle est leur place au sein du monde des entreprises ? Eh bien, mon souhait, c'est que, en fait, ça soit un modèle de toute entreprise. C'est-à-dire qu'avant, on disait que toute entreprise, la finalité de toute entreprise, c'était le profit des actionnaires, quelle qu'elle soit. Et vous voyez bien que les entreprises à caractère social ne rentrent pas là-dedans. Eh bien, moi, je renverse le truc, et bien que toute entreprise, finalement, pourrait devenir une entreprise à vocation sociale, environnementale, ayant la nécessité de la rentabilité économique pour continuer à exister et à assurer cette fonction. Dans ton travail de préparation, tu as rencontré des entreprises humanistes. Quel exemple tu aimerais nous donner Oui. Alors, j'en ai rencontré, et puis j'en ai rencontré un certain nombre, et puis il y en a que j'aurais aimé rencontrer. Alors, je voudrais juste saluer quelqu'un que j'ai rencontré tout à l'heure, Robert Collat, qui est là au fond, et qui est, alors j'ai appris Chief Happiness Officer, enfin donc, comment dire, c'est pas les CEO, c'est responsable du bonheur des salariés au sein de l'entreprise Poult, qui est une entreprise que j'aurais aimé enquêter, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, il y en a plein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein des entreprises, beaucoup plus qu'on ne pense, qui vivent avec ces valeurs humanistes. Celle qui m'a le plus impressionné est une personne qui m'a beaucoup impressionné, donc c'est l'entreprise Armor qui se trouve à Nantes et qui fait des cartouches d'imprimantes, pas que, mais surtout ça, et avec son patron qui s'appelle Hubert de Boisredon, une personne que je trouve assez exceptionnelle. Et en fait, pour donner un exemple, quelque chose que je raconte d'ailleurs dès les premières pages du livre, dès les premières lignes, c'est quand il est arrivé prendre la direction de cette entreprise il y a une dizaine d'années,
elle s'en sortait, c'est une entreprise quand même de 2000 personnes et internationale, ce qu'on appelle une ETI, entreprise de taille intermédiaire. Et en fait, il y avait des aspects qui fonctionnaient bien et d'autres, des parties qui ne fonctionnaient pas bien du tout. Et voilà. Dialogue social inexistant, ou plutôt extrêmement violent à la Kalachnikov, enfin, Kalachnikov, pas physique, mais voilà. Et c'était très. Les pneus, enfin, là c'était réel, les pneus brûlaient dans l'usine, c'était en permanence des mini-révolutions, des grèves régulières. Et il arrive dans cette situation assez compliquée. Assez rapidement, il est contacté par des investisseurs anglo-saxons, donc il les reçoit, un groupe d'investisseurs, et qui lui tiennent ce propos en disant, vu la situation de votre entreprise, nous l'avons bien étudiée et nous sommes prêts à investir pour qu'elle puisse redémarrer, mais il y a une condition, c'est que vous coupiez la branche morte. Ils ont les uns et les autres ont fait les écoles de commerce, ils savent très bien ce qu'est la rentabilité d'une entreprise, ils ont les mêmes connaissances. Et Hubert de Borredon leur répond ceci, et c'est pas encore où il va, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est dans la boîte, et il leur dit, écoutez, je comprends très bien, votre logique, elle tient debout économiquement, mais je ne suis pas venu pour ça. Ce sont 1000 personnes, 1000 familles dont j'ai la responsabilité et il n'est pas question que je les licencie. Il ne sait pas où il va à ce moment-là. Et en fait, ce qui n'allait pas bien, c'est en particulier les cartouches d'imprimante recyclées. Ça ne fonctionnait pas bien. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit les commerciaux et il leur demande pourquoi. Et les réponses des commerciaux, mais nous sommes fiers de notre métier et nous ne voulons pas vendre des produits de seconde qualité. Voilà, c'est de la seconde main, donc de la sous-qualité. Et il leur dit 3 choses. Il leur dit, écoutez, il n'est pas question de vendre de la sous-qualité. Désormais, toutes les cartouches imprimantes qui retourneront sur le marché, elles auront été entièrement révisées, elles seront de très bonne qualité. Et au bout d'un certain nombre de fois où elles auront fait le circuit, eh bien, quand on verra qu'elles vont repartir, si elles repartent, elles seront de moins bonne qualité, on les élimine. Et donc, à partir de maintenant, toutes les cartouches que nous fabriquons seront entièrement recyclables. Puisque, à un moment, elles vont partir au but, mais entièrement recyclables, cette fameuse économie circulaire. Deuxième élément, eh bien, à partir de ce moment-là, vous rendez service aussi aux clients, puisque vous leur vendez des produits de haute qualité, mais moins chers. Et troisième élément, ça sera, on va favoriser ce recyclage, et donc, on va aider à sauver la planète. D'habitude, quand des commerciaux fonctionnent pas assez, ils sont pas assez rentables, qu'est-ce qu'on met comme carotte ? La carotte financière, augmenter les primes. Il n'a pas joué là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné le sentiment d'une mission. Eh bien, ça a tellement bien marché que cette branche morte qu'il fallait éliminer, c'est celle-là qui a tellement bien marché que pendant la crise de 2008-2009, ça a permis à l'entreprise de traverser la crise sans s'effondrer. Mais quand il l'a fait, il avait un petit peu des idées, mais il l'a fait par des principes fondamentaux. Il ne l'a pas fait par souci d'être rentable. Il l'a fait par conviction fondamentale qu'un salarié, on ne le licencie pas. Voilà, c'est un exemple. Et depuis d'ailleurs, il est en train de transformer tout son groupe, il veut en faire un groupe industriel international à vocation environnementale. Il est en train de faire du solaire souple, il a recruté des ingénieurs, les actionnaires ont mis pas mal d'argent pour transformer ce groupe en groupe international environnemental. Merci pour ce bel exemple. Dans ton ouvrage, et d'ailleurs dans tout ton travail, tu prends un soin particulier à analyser la psychologie positive sous 3 aspects, l'aspect personnel, interpersonnel, groupal et puis sociétal. Donc c'est aussi comme ça que tu construis ton livre. Dans justement la partie individuelle, une entreprise humaniste favorise quoi ? Le bonheur de ses salariés, leur satisfaction, leur bien-être. Et qu'en est-il de la motivation au sein de cette organisation ? Déjà, l'exemple que je viens de donner, vous voyez, c'est significatif. Vous savez, en psychologie, il y a plein de théories de la motivation. J'ai un ami, un chercheur en psychologie,
Il en a recensé plus de 100. Mais il y en a quelques-unes qui sont plus connues que d'autres, et il y en a une particulièrement, ça a été fait par 2 chercheurs américains qui s'appellent DC et Ryan, et c'est ce qu'on appelle pas l'opposition, mais enfin la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et vous allez voir le lien en plus avec l'histoire que je viens de raconter. Ça a été étudié dans 2 univers. D'une part, le monde de l'enseignement, l'école, jusqu'à l'université, et le monde du travail. Alors prenons l'exemple dans le monde de l'école. Vous avez 2 petites gamines qui sont en train de suivre un cours de géographie, elles sont l'une à côté de l'autre, elles sont toutes les 2 très motivées. Et il y en a une, c'est passionnant, la géographie, les mers, les montagnes, l'économie qui va avec, ça, et elle est super motivée. Et puis l'autre, elle est aussi motivée, elle bosse autant que la première, sauf que ce qui l'intéresse, c'est pas les mers et les montagnes, ça ils s'en foutent, mais c'est qu'à la fin du mois, du trimestre, elle a bien travaillé, elle aura une bonne note. La première, elle est en motivation intrinsèque. La deuxième, elle est en motivation extrinsèque. La première, c'est l'activité elle-même qui est intéressante. La deuxième, c'est le produit du travail fourni qui est intéressant. Alors, au début, il y a eu pas mal de travaux expérimentaux qui laissaient entendre que la motivation extrinsèque, plus vous augmentez la motivation extrinsèque, plus vous diminuez la motivation intrinsèque. Concrètement, c'est-à-dire plus vous incitez sur les notes, plus vous diminuez la motivation de l'enfant. Alors là, on trouve c'est sympa, c'est un côté humaniste, c'est cool. Oui, il faut pas mettre trop l'accent sur les notes. Transposer ça au monde du travail, c'est un peu moins cool. La conclusion, c'est de faire une injonction au patron. Si vous payez plus vos salariés, ça va diminuer leur motivation intrinsèque. Plus vous allez les payer, moins ils vont être motivés. Donc, payez-les le moins possible, puisqu'ils auront plus de motivation intrinsèque. Vous suivez, voilà. C'est cool comme idée, vous voyez, c'est assez sympa, quoi. Alors, on s'est dit, bon, en fait, c'est plus compliqué que ça. Des fois, la motivation extrinsèque, donc les avantages en termes de notes ou de primes, de salaire, peuvent augmenter ou diminuer la motivation extrinsèque. Je reviens sur l'exemple que j'ai donné. Vous voyez, Hubert Braudon, avec ses commerciaux, n'a pas mis l'accent sur la motivation extrinsèque des primes, mais sur la motivation intrinsèque du service au client, de la qualité du produit et de la sauvegarde de l'environnement. Et c'est ça qui a été le plus déterminant. Alors justement, au niveau de la motivation, un truc qui est très important, c'est le sentiment d'une mission à accomplir, le sentiment que son activité elle a du sens pour la société. Ça, c'est vraiment très très important. Maintenant, au niveau de la motivation extrinsèque de l'argent, moi, il y a des moments où j'ai des énigmes, il y a des moments où je tombe sur des trucs, je ne comprends pas. Et justement, cette histoire, est-ce que l'argent augmente, dans certaines études, l'argent augmente plutôt la motivation intrinsèque, dans l'autre, elle le diminuait. J'ai lu des dizaines et des dizaines d'études avant de comprendre. Et finalement, c'est extrêmement simple. C'est d'une simplicité banale. Il y a 2 aspects au niveau de l'argent, de la rémunération. Il y a d'un côté le salaire, de l'autre côté les primes. Le salaire, quand quelqu'un recrute une personne, elle a son CV, évidemment la personne, elle a dit « je suis super motivé, votre entreprise me plaît », enfin, il n'y a pas beaucoup qui ont dit le contraire, je pense, bon, c'est vraiment là que je me sentirais bien, compagnie, bon, mais ça, ok. Mais donc, en principe, la personne, elle est compétente, mais en fait, on ne sait rien sur sa motivation, même si elle vous dit qu'elle est motivée, on n'en sait rien finalement, et sur sa motivation intrinsèque. Quand vous donnez un bon salaire par rapport au prix du marché, vous faites un a priori de confiance. C'est-à-dire que vous faites l'a priori que cette personne, eh bien, elle va s'engager et vous lui faites confiance. Voilà. Je vous paye bien et il n'y a pas de souci. Inversement, quand vous donnez... Alors ça augmente la motivation intrinsèque parce qu'on se sent reconnu, apprécié, reconnu. Mais inversement, quand vous jouez sur les primes, vous êtes dans une logique de donnant-donnant. Donnant-donnant, pour moi, ça n'a rien à voir avec gagnant-gagnant. Hein. C'est tout à fait autre chose. C'est une transaction, quoi. Mon petit gars, je te payerai plus à condition que tu sois plus rentable. Et ça, c'est pas de la confiance a priori.
Et ça diminue la motivation intrinsèque. Donc le paradoxe, c'est qu'on met des systèmes de primes en pensant qu'on va augmenter la motivation des gens, et ça le diminue. Voilà. Voilà. Alors, je voudrais revenir aussi sur cette idée de mission, mais très rapidement. Une des raisons importantes dans toutes les enquêtes qui ont été faites sur le bonheur au travail, un aspect qui a été longtemps négligé et qui est extrêmement important, c'est justement le sentiment d'être utile à la société. Dans toutes les enquêtes sur le bonheur, dans beaucoup d'enquêtes, ça n'a pas été étudié. Maintenant, dans des études scientifiques dans lesquelles on fait intervenir cette variable, eh bien, c'est un élément massif. Et d'ailleurs, moi, des fois, devant des cadres, je leur dis, mais facilitez la rencontre entre vos salariés et les bénéficiaires de ça, que ce soit des clients, que ce soit dans le travail, dans le milieu du service public, que ce soit des usagers du service public, qui puissent se rencontrer, sur le temps de travail, faites organiser des rencontres, et que les personnes qui bénéficient de ça puissent dire, eh bien, voilà, ça m'a aidé, votre gentillesse, ou le service que vous avez fait. Alors là, je peux vous dire, vous n'avez pas besoin de prime pour augmenter la motivation intrinsèque, hein, c'est du tonnerre. Moi, je l'ai fait dans différents endroits, en particulier dans le travail social. J'ai recommandé à des éducateurs, c'est un milieu que je connais très bien, j'ai recommandé à des éducateurs de rechercher ceux qu'on appelle les anciens, vous savez, les jeunes qui sont passés par des foyers. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y en a beaucoup qui s'en sont sortis et qui ont beaucoup de reconnaissance pour le foyer qui les a fait grandir, même si ça a été souvent très difficile à l'époque. Et des fois, ils reviennent, ils sont très fiers, ils reviennent parfois avec femmes et enfants, et ils disent qu'ils ont un métier. Et de faire se rencontrer des éducateurs et des anciens qui sont jeunes, qui sont passés par là, je peux vous dire, une équipe qui est démotivée, elle est repartie pour 5 ans. Là. Donc, ce que tu évoques, c'est de la motivation. On a parlé, Christine, aussi du bien-être et puis du bonheur. Finalement, dans l'entreprise que tu décris humaniste, qui peut être en charge en tant que responsable de ces notions-là, qui nourrit ce terrain? Alors là, je pense que, j'ai envie de dire, tout le monde est responsable. Hein. C'est une chose... mais en même temps, moi, ça va aussi un peu à l'envers de ce que j'aimerais, mais incontestablement, les cadres et le cadre le plus haut, c'est-à-dire le patron, ils ont un rôle essentiel. Parce qu'ils vont évidemment jouer... ils vont donner une dynamique dans un sens, dans un autre. Au niveau des patrons, des cadres supérieurs, ou des cadres intermédiaires, je crois qu'il y a plusieurs caractéristiques que je développe dans le livre. Il y a une première qui est, que je trouve très importante, c'est l'esprit de service. Vous savez, il y a les théories du leadership, à ma connaissance, ont toutes été inventées pas par des praticiens, mais par des universitaires, des profs de business school, des sociologues des organisations. Alors qu'on parle de leadership charismatique, ça a été un des premiers à être étudié. On parle de leadership transactionnel, leadership... il y a toutes sortes d'expressions. Sauf, à ma connaissance, une théorie du leadership qui a été inventée, elle, par un praticien. C'est un cadre d'une entreprise américaine et qui, après la retraite, a écrit dans un ouvrage le fruit de ses pratiques et de pratiques de collègues, d'amis qu'il connaissait. Et donc l'auteur, c'est Robert Greenleaf. L'ouvrage, c'est Servant Leadership. Le leadership serviteur. Et même, puisque lui, il dit que le premier aspect, c'est servante avant d'être leadership, il dit un servant leader, c'est quelqu'un qui est d'abord un serviteur et que les circonstances de la vie amènent à être leader. C'est très intéressant. C'est d'abord quelqu'un qui a envie de servir l'humanité. Et à la suite, il devient leader. Bien. Et c'est très intéressant parce que, alors, il explique un certain nombre de choses. Et après ça, des profs de business school ont élaboré des échelles, ont étudié ça scientifiquement. Alors évidemment, quand ils élaborent une échelle de leader-serviteur, de servant-leader, eh bien,
ils ne le font pas passer à la personne, mais au N-1, parce que le leader-serviteur, c'est quelqu'un qui a l'écoute de ses équipes, qui essaye de les développer. Les gars, s'ils s'auto-évaluent, ils risquent de s'évaluer très haut. Donc, pour avoir une évaluation plus objective, on demande aux collaborateurs. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, eh bien, les personnes qui sont des serviteurs, eh bien, leurs équipes sont hyper contentes. Ils se sentent responsables, ils se sentent reconnus, valorisés, sont beaucoup plus heureuses, travaillent en coopération et, in fine, l'entreprise est plus rentable. Et Hubert Boredon, dont je parlais tout à l'heure, en fait, il a une expression, et je peux vous dire que moi j'en ai rencontré plusieurs, hein, des serviteurs leaders, et pourquoi je dis que c'est des serviteurs leaders, c'est parce que c'est pas eux seulement que j'ai rencontrés, mais j'ai rencontré leurs équipes. Quelqu'un d'autre que j'ai connu d'ailleurs par l'IFAI, qui est quelqu'un de formidable, qui s'appelle Christophe Laranduche, qui dirige une entreprise d'événementiel pour entreprises, et les salariés que j'ai rencontrés, ils disent mais il ne se met jamais en avant, il est toujours derrière nous et il nous pousse en avant. C'est extraordinaire. Et Hubert de Boisredon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il dit, pour moi, une entreprise, c'est un collier de perles. Le patron, c'est le fil qui réunit les perles. Aucune importance qu'on ne voit pas le fil. L'important, c'est que le patron, il est là pour réunir les perles et pour qu'on voit un beau collier de perles. Et quand vous discutez avec ces équipes, et que les équipes disent exactement la même chose, que ce n'est pas du baratin, c'est vraiment du vécu. Alors, autre chose, par exemple, la confiance. Le fait, dans les caractéristiques des personnes, donc la confiance, l'esprit de confiance, faire confiance aux équipes, aux salariés, et j'ai envie de dire une vraie confiance, pas une confiance stratégique, une vraie confiance. Et ça, quand on fait confiance aux gens, il y aurait une sorte de conception de l'être humain selon laquelle, conception négative, selon laquelle ils vont nous filer entre nos pattes, ils vont en profiter pour nous embrouiller ou enfin, faire des trucs par derrière. C'est faux. Regardez vous-même si on vous fait confiance dans la vie au travail et dans la vie de tous les jours. Est-ce que votre première réaction, c'est de dire « Ah, comment je vais pouvoir l'embrouiller ?» Je ne suis pas sûr. Eh bien, en fait, vous n'êtes pas mieux que la moyenne des gens, ni je ne suis pas mieux que la moyenne des gens. Et comme ça, l'être humain, quand on lui fait confiance, il a envie d'être digne de cette confiance, d'honorer cette confiance. Un autre élément, par exemple, c'est de mettre en place des fonctionnements d'équipe qui soient sur le mode coopératif, collaboratif, plutôt que compétitif. Il y a des gens qui pensent que c'est plus rentable, ça va de mettre en compétition les gens entre eux dans l'équipe ou les équipes entre elles. C'est totalement faux. Les enquêtes sont extrêmement claires là-dessus. C'est néfaste. Vous allez avoir une personne qui va produire plus que les autres. Après, on va mettre des primes à celui qui aura plus. Et finalement, la rentabilité globale de l'entreprise en pâtit. Il y a des individus qui vont... Et puis pourquoi ? Parce que les gens s'aident plus. Et aujourd'hui, déjà de toujours dans les entreprises, mais d'autant plus aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la force d'une entreprise ? C'est bien le fait que les gens s'entraident. Voilà, c'est quelques éléments qui peuvent jouer un rôle dans la mise en place d'une structure humaniste. Je voulais peut-être te demander, parce que dans ton livre, tu parles de la confiance centrée sur l'honnêteté et sur la compétence. Je trouve ça intéressant. Ah oui, c'est vrai. Oui, je crois qu'il y a... Ben, merci de me le souligner. Je crois qu'il y a... Des fois, il y a une confusion. Par exemple, vous avez un cadre qui va dire à un collaborateur, voilà, il a un projet, et puis il va demander à un collaborateur de mettre en place ce projet, ils en discutent, et puis il dit, bon, je vous fais confiance. De quelle confiance il nous parle ? Il parle. Parce que la confiance, là, il y a deux aspects de la confiance. Il y a une confiance liée à la compétence. Je fais confiance en votre compétence. Et puis, il y a une confiance liée à l'honnêteté. Confiance en votre honnêteté. Et quand on dit, c'est-à-dire que vous allez vous investir, vous allez pas être, vous allez le faire avec un maximum d'engagement, voilà. Quand il dit « je vous fais confiance », laquelle il parle ? Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu « je fais confiance en votre honnêteté, voilà, je vous laisse la bride sur le cou, allez-y », tout ça.
Et si le gars, il est tout à fait honnête, tout à fait sincère, motivé, mais qui ne se sent pas tout à fait compétent, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le reconnaître? Est-ce qu'il va le dire? Pas forcément, il me fait confiance, faut que je lui montre que j'y arrive. Bon, 6 mois après, 1 an après, on se revoit, on discute, et les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Alors qu'est-ce qui se passe? Enfin, quand même, je vous faisais confiance. Vous avez trahi ma confiance. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Et là encore, de quelle confiance on parle? Et je crois que quand il y a une sorte de suspicion sur la confiance d'honnêteté, je crois que c'est très important lorsqu'un cadre lance ce genre de phrase, et puis met en place un projet dont il va confier la responsabilité à un collaborateur, qu'il vérifie la compétence de la personne, qui s'en inquiète, pas inquiète, mais qui s'en informe, et dans une manière très libre, parce que, vous savez, il y a aussi, il ne faut pas confondre l'erreur et la faute. La personne qui ne se sent pas assez compétente, elle se sent en faute. Non, ça fait partie de la vie. Et du coup, qu'elle puisse laisser toute la marge d'expression libre pour qu'elle puisse dire je ne me sens pas à la hauteur aujourd'hui. Voilà, ok, c'est pas grave, on peut faire une formation. Je vous fais confiance, mais je vais vous donner les moyens que votre compétence puisse se développer, et donc, au bout du compte, la personne va pouvoir y arriver. Et je pense que c'est très important, parce que sinon, cette confusion entre les deux, confiance sur la compétence, confiance sur l'honnêteté, risque de créer des mal-être, enfin des dysfonctionnements organisationnels et des soupçons sur les personnes qui sont assez problématiques. Et finalement, la responsabilité de l'échec de l'opération, elle n'est pas à mettre sur le compte du collaborateur, elle est bien à mettre sur le compte d'un dysfonctionnement du management. À travers cet exemple, et puis aussi dans tout ton ouvrage et dans tes ouvrages en général, il me semble que tu nous invites fortement à modifier nos visions, et notre vision de l'homme. Et notamment, tu consacres tout un chapitre autour de tout ce qui est persuasion contre la dissuasion. C'est un élément important dans le livre, et je trouve que c'est important que tu nous en parles. Ça ne te rappelle plus? Non. Les études de Galbraith. Comment? Les études de John Galbraith. Ah oui, pardon, oui, ça... Comment dire, je l'ai écrit. C'est pas pour te coincer, Jacques. J'ai écrit ça il y a 2 ans. Alors, oui, alors ça c'est très très intéressant, parce que des fois on me dit mais oui, mais vous êtes gentil, vous avez des belles idées, un peu fleur bleue, enfin, humaniste, ça coûte pas cher, quoi. Mais il y a la réalité quand même. La réalité, c'est que les gens sont violents, patati patata. Alors d'abord, je ne pourrais pas faire de l'autopromotion, mais j'ai écrit donc un ouvrage qui s'appelle La bonté humaine, dont tu parlais tout à l'heure, qui est une synthèse de travaux scientifiques. Et encore une fois, je n'ai pas cherché à montrer que l'être humain était bon. D'ailleurs, à aucun moment dans le livre, c'est marqué. Et j'ai simplement essayé de voir s'il n'y avait pas des études qui pouvaient un petit peu modifier notre vision très négative de l'être humain qui est répandue un peu partout. Et là aussi, c'était simplement 20 pages. C'était l'introduction du livre dont je vous parle sur la politique. C'est toujours celui pour ça que je l'écris depuis 2007. Je ne l'aurais pas fini avant 30 ans. Donc, c'était l'introduction qui devait faire 20 pages, qui est devenue 400 pages. Donc, si je fais ça pour chaque chapitre, on va être mal. Et alors, bon, passons. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'état actuel de nos connaissances montre que l'être humain, globalement, enfin, comment dire, je ne dis pas est naturellement bon, ça se saurait, mais... a des prédispositions à la bonté, à l'empathie, à l'altruisme qui sont biologiquement plus profondément ancrées que ces prédispositions à l'agressivité et à l'égoïsme. Voilà, ça c'est l'état actuel de nos connaissances. Alors, et globalement, on aime faire le bien, enfin je ne vais pas rentrer dans ces détails, à la fois des travaux de neurobiologie, de développement de l'enfant, d'économie expérimentale, de primatologie, de paléontologie humaine, toutes sortes de travaux. Maintenant, par rapport à l'entreprise, effectivement, alors on va faire confiance, tout va bien. Oui, mais il y a quand même des gens, il y a peut-être une petite minorité, mais il y a peut-être des gens qui sont un peu dysfonctionnels. Il y a comme ça un chef d'entreprise, il a dit avoir un management essentiellement basé sur le contrôle
Et donc le contrôle, c'est que vous avez un postulat négatif sur l'être humain, sur les collaborateurs, c'est manager 100% du personnel avec un mode de management qui est adapté à 2% du personnel, 2 ou 3%. Et c'est vrai, vous avez à peu près 2 ou 3% du personnel qui vont profiter, 2%. D'accord, mais ces 2%, ils peuvent être problématiques. Alors, effectivement, la théorie de John Braithwaite, qui est un criminologue et un sociologue australien, c'est absolument passionnant. C'est ce qu'on appelle la théorie de la régulation adaptée, je dirais, responsive en anglais. Il dit ceci, il dit, en gros, et ça, il le base d'abord sur des travaux qu'il a fait, notamment dans les mines de charbon, et ensuite dans des maisons de retraite sur les normes, le respect des normes d'hygiène et de sécurité dans ces deux univers. Au départ, lui, il croyait qu'il fallait faire des trucs les plus contraignants possibles, et en ayant une sorte de suspicion systématique vis-à-vis des patrons. Et ces enquêtes lui ont fait complètement changer d'avis. En gros, que ça soit vis-à-vis des patrons, que ce soit des salariés, la meilleure attitude, c'est au départ une attitude de confiance. Faire un a priori de confiance. Et ça fonctionne bien pour 90, 95, 98% des personnes. Et inversement, si vous faites effectivement un management de contrôle, de méfiance, vous allez énerver les gens et ça va dysfonctionner. Maintenant, il vous reste cette petite minorité qui peut être problématique. Alors, une fois que vous avez fait cet a priori de confiance, a posteriori, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la confiance, elle a été respectée ou pas? Et si vous voyez que vous avez effectivement des gens qui rentrent pas dans ce mode de fonctionnement, alors, une autre stratégie, c'est la stratégie de la dissuasion. La première, donc, c'est la persuasion, c'est la discussion, la persuasion. Et la deuxième, c'est la dissuasion, c'est-à-dire, et là, c'est un peu la menace. Bon, maintenant, si vous continuez, il y aura ça qui va vous arriver. Ça, c'est la dissuasion. Et ça correspond au modèle qu'on a de l'homo economicus, dont les écoles de commerce nous ont dit c'est tous les êtres humains, alors que c'est seulement 3%. Bon. Alors, avec certaines personnes, c'est vraiment le langage qu'il faut avoir, mais ça, c'est au fruit de l'expérience qu'on s'en rend compte. C'est qu'effectivement, ces personnes-là, elles fonctionnent avec une stratégie très, utilitariste, égoïste et utilitariste, et donc il faut mettre des règles très, très carrées. Et il arrive même qu'avec cette deuxième catégorie, ça ne fonctionne toujours pas. Et il y a une troisième attitude, et ce que Braithwaite appelle l'incapacitation, c'est-à-dire l'interdiction d'agir. C'est des gens qui sont ni vertueux, les premiers c'est les vertueux, c'est 95%, 98% des personnes, ni vertueux, ni stratèges rationnels, ce sont des incompétents ou des pervers. Voilà. Et cela, la seule attitude, c'est même pas la menace, c'est l'interdiction d'exercer. Donc, au niveau, par exemple, social, c'est la prison. Au niveau d'un directeur de maison de retraite, comme je disais tout à l'heure, c'est lui enlever l'agrément, c'est l'interdire, c'est que les services, gouvernementaux, services sociaux, lui interdisent d'exercer, ou c'est virer un salarié parce qu'il a eu des comportements très problématiques. Donc, en fait, tout mon discours n'est pas un discours naïf, c'est un discours de confiance a priori, mais qui peut s'adapter ensuite en fonction des réactions des gens. Vous voyez ? Parce que c'est vrai que le danger, c'est de dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on laisse tout faire, et puis à un moment, on se retrouve avec des gens qui sont quand même un peu problématiques. Donc il y a une sorte de gradation des réactions en fonction du comportement des individus. Donc tu nous as donné quelques exemples justement de façon de favoriser le développement des entreprises humanistes, mais justement, ça c'est plutôt à l'intérieur des entreprises. Quel rôle les entreprises ont-elles à jouer à l'extérieur, dans le monde, justement, ces entreprises humanistes, à quoi elles peuvent contribuer? Oui, alors, vous avez vu le sous-titre, et j'y tiens beaucoup, comment elles vont changer le monde, et j'ai envie de dire comme elles le changent déjà d'ailleurs. Oui. Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'on parle de la psychologie positive, et c'est souvent réduit au bonheur, et je pense que c'est très insuffisant.
Et je pense que, comment dire, une entreprise, oui, elle devrait avoir aussi comme visée de changer le monde. Et surtout les grandes. Dans le livre, par exemple, je donne l'exemple de Merck, entreprise pharmaceutique. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises pharmaceutiques sont très mal vues parce que tellement de bouquins sur les dangers des médicaments, sur les fripouilleries que peuvent faire ces entreprises, et je ne le nie pas. Mais il n'y a pas que ça. Et je donne l'exemple de Merck, qui est moins éthique aujourd'hui, mais qui à un moment était dirigé par quelqu'un qui avait été médecin avant d'être donc directeur d'entreprise, s'appelle Roy Vagelos, et qui en fait, alors je vais essayer d'être le plus court possible, mais comment dire, à un moment, ils se sont rendus compte qu'un produit qu'ils utilisaient en médecine vétérinaire, qui détruit des vers, pouvait éventuellement être utilisé pour l'être humain. Pour faire ça, il fallait faire des tests, ça allait coûter cher, et c'est pour une maladie qui s'appelle la cécité des rivières, qui touche donc tous les pays de la zone tropicale, et qui sont tous les pays touchés, toutes les régions dans le monde qui sont touchées, que ce soit en Amérique du Sud jusqu'en Asie, eh bien, en fait, ce sont des populations qui n'ont pas les moyens de payer, et les États n'auraient pas les moyens non plus de payer les médicaments en termes de sécurité sociale et tout ça. Donc, ce médicament est très rentable en médecine vétérinaire. Mais si on l'applique, si on essaye de le tester pour les humains, ça va coûter très cher en études, parce que vous savez, pour les études sur l'être humain, ça prend des années, ça coûte très très cher. Pourquoi ? Pour une population qui ne pourra pas le payer. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer ? Il dit oui, il est suivi par le conseil d'administration, et il va lancer des études très coûteuses. Au bout de quelques années, les résultats sont là. Une prise de médicament détruit tous les parasites définitivement, sans effet secondaire. Nouveau problème, le produit est efficace, sans effet secondaire, mais les populations sont insolvables. Est-ce qu'on produit ce médicament ? Eh bien, ils y sont allés. Et alors, je n'ai pas les chiffres, mais depuis, disons, peut-être 20 ans ou 25 ans, avec des accords avec l'OMS, eh bien, Merck dépense tous les ans des milliards de dollars pour diffuser ce médicament jusqu'à l'extinction radicale de la maladie. Et ils l'ont aussi utilisé pour d'autres maladies, telles que l'éléphantiasis, qui aussi touche des populations. Donc, vous voyez, et ça a été fait uniquement par conviction, pas du tout avec l'idée de rentabilité. D'ailleurs, mais ce qui est intéressant, Roy Vagelos, il dit, mais est-ce que c'était rentable de le faire ? Il dit, c'est pas comme ça que j'ai posé la question. Mais maintenant, si on me pose la question, eh bien, ce qui se passe, au moment où il écrit son livre, au moment où il est encore PDG, eh bien, c'est que depuis qu'on a fait ça, on a des piles et des piles et des piles de CV qui se sont accumulés, de gens qui essayent d'être recrutés, et on peut prendre les meilleurs. Merck avait une réputation dans le monde des entreprises pharmaceutiques extraordinaire. Et donc, il recrutait les meilleurs. Il dit, je suis sûr que c'était rentable même de le faire. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Voilà. Bon, d'autres exemples. Moi, j'ai donné des exemples. Par exemple, mon éditrice me dit, mais c'est vrai, mais je ne savais pas ça d'un tel. Elle a édité des bouquins, par exemple, sur effectivement le scandale des scandales pharmaceutiques. Elle a été étonnée de voir ça. Mais par exemple, on ne sait pas que Danone est en train de faire des choses extraordinaires dans le tiers-monde, enfin dans les pays en développement, que Schneider est en train de faire des choses formidables. Enfin, des grandes entreprises sont en train de faire des choses formidables. Et puis, ça, c'est pour l'humain. Et puis, il y a l'aspect environnemental. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises sont très engagées dans le domaine environnemental, sans forcément le dire. Et je dis bien sans forcément le dire, d'ailleurs, et même quand elles le disent, c'est pas forcément ce qu'on appelle du greenwashing. Parce que moi, tout de suite, on me dit « Ah oui, c'est du greenwashing ». C'est extraordinaire, vous avez des militants, dès qu'on leur dit que des entreprises font de l'action environnementale, c'est du greenwashing, c'est-à-dire du faux vert uniquement pour la com. Non, il y en a qui font du faux vert pour la com, mais il y en a qui le font tout à fait sincèrement. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert, c'est que
en fait, par exemple, au niveau des associations militantes, environnementales, des sociologues ont montré qu'elles sont passées par 3 périodes. Une première période, ça a été du lobbying législatif, donc auprès des assemblées nationales, enfin des lobbying législatifs, essayant que des lois passent qui soient le plus contraignantes possible pour les industriels, à l'égard des industriels. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des succès, mais pas autant que ça. D'une part, il n'y avait pas autant de lois que ce qu'ils espéraient, mais surtout, c'est que les lois, même une fois passées, n'étaient pas si efficaces que ça. Qu'on pouvait transgresser des lois. Voilà. Alors, deuxième étape, ça a été du lobbying social, c'est-à-dire appel au boycott, donc auprès de la population, auprès des clients, enfin, de la société civile et tout ça. Il y a eu des succès, mais pas autant que ce qu'ils espéraient. Et la troisième étape, et ça, les médias en parlent pratiquement pas, et ça se met en place depuis 10 ans, 20 ans, à grande échelle, et à échelle énorme, c'est la coopération. C'est-à-dire d'aller rencontrer les industriels et d'essayer de discuter, de travailler ensemble. Et dans le livre, je montre que les plus grands succès de l'industrie dans la dépollution, les plus grands succès environnementaux de l'industrie, ont été le fruit de la collaboration entre 3 types de partenaires, ou 4. D'une part, les industriels, les associations environnementales et les agences de protection de l'environnement, donc d'État, ça c'est le 3e partenaire, ou 4e, parfois même onusienne, vous voyez, donc les agences de protection de l'environnement, qu'elles soient de tel ou tel État. Et ça, c'est extraordinaire. Par exemple, des choses dont on parle peu. Est-ce que je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis quelques années, dans les médias, on ne parle plus de l'ozone. Tous les ans, en automne, vous aviez les couvertures des journaux, de droite ou de gauche, hein, ça ne joue pas ça, qui vous montraient la réduction de la couche d'ozone. On allait tous crever, griller dans les années qui venaient. Vous vous souvenez ? On ne parle plus de la couche d'ozone, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi on ne parle plus ? Parce que le problème est réglé. C'est-à-dire que les médias vous parlent des problèmes, vous parlent de certaines choses quand il y a des problèmes. Quand les problèmes se règlent, ils ne vous en parlent plus. Ce qui donne toujours l'impression qu'il n'y a que des problèmes dans le monde. Il y a toujours des problèmes. De toute manière, sur une planète de plusieurs milliards d'habitants, il y a forcément des problèmes. Alors, je nuance. Quand je dis le problème de l'ozone est réglé, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que les produits qui détruisent l'ozone restent longtemps dans les hautes couches de l'atmosphère, enfin tout ça. Mais au final, au bout d'un certain nombre d'années, ils finissent par disparaître. Et en fait, quand je dis que le problème est réglé, c'est qu'aujourd'hui, je monte la courbe, c'est impressionnant, depuis 1987, qui est l'année de ce qu'on a appelé le protocole de Montréal, qui a lancé tout un truc sur la réduction des substances destructrices de l'ozone, eh bien, jusqu'à maintenant, entre 87 et 2016, disons 30 ans, 98% des substances détruisant l'ozone ne sont plus produites. On produit seulement dans le monde 2% de ce qu'on produisait en 87. Donc aujourd'hui, on ne détruit plus l'ozone. L'ozone est en train de se... Il y a eu donc toute une phase de diminution de la couche d'ozone, de stabilisation, et maintenant la couche d'ozone se reconstruit. En 2050, la couche d'ozone sera entièrement remise en place, avec un petit peu plus, quelques années de plus pour l'Arctique. Qui le sait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est très intéressant parce que ça a été vraiment le fruit de la collaboration, comme je vous dis, entre ces 4 partenaires, non pas dans la dénégation de l'autre, mais dans un esprit de partenariat. Et c'est d'autant plus intéressant que tout le processus consécutif au protocole de Montréal, et même ce qui a amené au processus du protocole de Montréal, eh bien, pourrait être utilisé pour le changement climatique. À quelques nuances près, importantes, mais à quelques nuances près, ce processus-là peut être appliqué pour le changement climatique. Et vous comprenez du coup l'importance, non pas seulement de dénoncer ce qui va mal, mais de montrer tout ce qui va bien. Parce que ce qui va bien peut être inspirant pour ce qui va bien aujourd'hui ou hier, peut être inspirant de ce qui pourrait aller bien demain. Et à ne nous montrer que ce qui va mal, on aboutit à quoi ? À la désespérance et à l'immobilisme. Autre exemple, et j'en resterai là,
Vous savez, on se gausse parfois, on rigole parfois, parce que Chirac a dit un jour, on se baignera dans la Seine. On ne se baigne toujours pas dans la Seine. Hein. C'est vrai. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que quand on dit ça, on ne se baigne toujours pas dans la Seine elle est toujours aussi polluée. C'est faux. La Seine, on peut se baigner dedans, au point de vue de pollution. Il y a juste un problème au niveau pollution, c'est pas la pollution chimique, c'est parfois quand il y a des grosses pluies, des grosses averses qui tombent sur Paris, ça fait remonter les égouts, et si vous baignez dans la Seine, vous avez de l'eau des égouts, bon, vous trouvez nez à nez avec des petites crottes, c'est pas forcément sympathique pour nager, vous voyez. Mais la pollution chimique, non, on peut se baigner dans la Seine aujourd'hui. Et pourquoi on ne se baignera probablement plus jamais dans la Seine à Paris? C'est parce qu'il y a trop de bateaux qui passent. Et donc, effectivement, on pourra toujours dire, dans 20 ans, on ne se baigne toujours pas dans la Seine. Dans 30 ans, on dira toujours ça, mais ce n'est pas la pollution. Mais je voudrais donner un exemple très impressionnant par rapport à ça. Le Rhin. Le Rhin, il y a 30 ans, était la poubelle à ciel ouvert. L'égout, c'est un égout à ciel ouvert. C'était une horreur absolue. Et puis, ils avaient mis en place des lois très contraignantes, ça n'a pas marché. Et à la suite d'un accident qui avait fait la une des journaux dans une usine Sandoz à Bâle, qui avait détruit des millions de poissons sur tout le parcours du Rhin après Bâle, eh bien les partenaires se sont rencontrés, se sont mis autour de la table. Encore une fois, en particulier les écolos et les industriels ont arrêté de se regarder comme des ennemis irresponsables, les uns étant considérés par les autres comme des irresponsables écologiquement et les autres des irresponsables économiquement, mais toujours des irresponsables. Ils ont joué la carte du partenariat, de la discussion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, avec le système du Rhin, avec le système qui a été mis en place pour le Rhin est une rivière propre, on peut se baigner dans le Rhin, y compris dans l'embouchure. Or, il faut savoir que le Rhin est la plus grosse concentration industrielle au monde en termes d'usines pétrochimiques et sidérurgiques. Et aujourd'hui, dans le Rhin, et là, que ce soit les industriels ou les écolos, tout le monde est d'accord. Par exemple, le taux de métaux lourds tels que le plomb et d'autres métaux est 10 000 à 20 000 fois inférieur aux normes standards sanitaires internationales. Voilà. Ça, c'est clair. Et tout ça par d'un côté la vigilance des écolos, mais les seuls qui peuvent résoudre les problèmes industriels de pollution, c'est les industriels. Voilà, c'est les entreprises. Et ce qui est intéressant, une étude a comparé avec ce qui s'est passé avec les Grands Lacs américains, également très forte concentration industrielle d'usines. Et là, on a mis des lois très dures vis-à-vis, quand on s'est rendu compte que c'était vraiment une cochonnerie absolue, ces lacs, c'était devenu une cochonnerie épouvantable, eh bien on a mis des lois très dures vis-à-vis des industriels. Et on pourrait dire, il y a un certain succès, puisque en 30-40 ans, la pollution a diminué de 60%. Mais aujourd'hui, les industriels disent, bon, ça commence à bien faire, on a bien réduit la pollution et foutez-nous la paix, et les écolos continuent à dire, ce sont des fous furieux d'industriels. Donc, on a réduit de 60%, alors que, pour le Rhin, non pas dans une stratégie de dénonciation et de contrainte, mais dans une stratégie de coopération, on est à peu près à 1% de pollution de ce qui était il y a 30 ans. Le résultat est complètement différent. Et donc, vous voyez que là encore, même dans des phénomènes de type 1 qui dépassent de très loin l'individu, que c'est vraiment des trucs soit planétaires pour l'ozone, soit internationaux, eh bien, la psychologie et la psychologie positive a quelque chose à dire, puisque c'est passer d'une vision de considérer l'être humain comme égoïste, irresponsable, à une vision qui consiste à avoir confiance en l'autre, confiance à sa bonne volonté et à être prêt à collaborer avec ceux qui hier étaient nos ennemis. Et je pense que demain, le monde peut changer si on arrête de considérer que les autres ont tort, si nous acceptons de considérer que nous sommes tous, a priori, pleins de bonne volonté, et pas seulement nous ici qui venons écouter des belles choses, mais aussi celui avec qui on ne s'entend pas bien demain.
Quelle tirade. Alors, bravo. Si je peux terminer aussi, j'aurais vous poser une question pour terminer. Je sais pas, j'aurais vous poser une question. Si vous connaissez, c'est une question, donc c'est une devinette, et donc si vous connaissez la réponse, faut pas répondre, sinon c'est de la triche. D'accord? C'est une devinette, hein, faut pas tricher, c'est comme à l'école, hein, faut pas tricher. Qui a écrit je la connais par cœur, je l'ai oublié. Zut. Je connais par cœur la question, la phrase. La bonté humaine est une flamme qu'on peut cacher mais qu'on ne peut pas éteindre. J'y suis arrivé. Alors? Oui? Pardon? Mandela. Alors là, c'est rare. Dès la première réponse, on a la bonne. Bravo, madame. Alors, du coup, vous ne m'avez pas laissé le temps de rechercher la page. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, non, c'est pas dans ce livre. Alors, donc, je ne risque pas de la trouver. Alors, donc, je voulais vous la donner dans le contexte. C'est extraordinaire. Vous savez, moi, j'ai un principe. Une citation n'est une citation que si elle est accompagnée de sa référence. Sinon, c'est une belle phrase. Vous avez plein de gens qui ont prétendu dire, enfin, dont on a dit qu'ils ont dit des choses, et c'est simplement parce qu'ils étaient connus, on leur a donné. Einstein, il a dit beaucoup plus de choses que. Enfin, on lui prête beaucoup plus de choses. Et cette phrase, c'est dans son autobiographie, si vous pouvez le vérifier, c'est Un long chemin vers la liberté, édition de poche, page 753. Vous pouvez y aller, vous le trouverez. Et ce que je voudrais dire, c'est que Mandela, il disait ceci. Il disait, qu'il avait découvert la bonté humaine dans son village quand il était petit. Son père était roi, chef de tribu local. Et notamment, le fameux, l'arbre à palabres. Enfin, c'est-à-dire que quand il y avait des conflits, c'est son père qui était au milieu de tout ça pour régler les conflits. Et il s'est rendu compte d'abord de la bonté de son père, mais aussi de la bonté des gens qui étaient là pour essayer de trouver des solutions qui conviennent à chacun. Deuxième élément, ce qu'il dit donc sur le contexte de cette phrase, c'est il dit que même dans les pires moments de la prison, il suffisait qu'il voit un geôlier qui a un acte de bienveillance, même un geôlier raciste qui a un acte de bienveillance à son égard, ça lui redonnait l'espoir en la bonté humaine, en chacun d'entre nous. Mais troisième élément, sur lequel je voudrais insister dans d'autres textes, il dit que cette conviction, il en a fait une stratégie politique. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que vous comprenez bien, au moment où Mandela arrive au pouvoir, il est élu démocratiquement pour la première fois donc l'histoire de l'Afrique du Sud, des élections démocratiques, mais le monde ne change pas, enfin l'Afrique du Sud ne change pas par un coup de baguette magique. Soyons clairs, à ce moment-là, qui détient les clés de la justice, de la police et de l'armée? C'est pas Mandela, ce sont des Blancs. Si ce jour-là, il dit « vous êtes tous des vilains méchants et vous allez tous vous envoyer en prison », je ne suis pas sûr qu'ils vont y aller de leur plein gré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir un bain de sang, on revient à une situation comme avant, mais entre-temps, vous avez un bain de sang. Lui, il a fait autre chose. Il a fait le pari de la bonté, même chez les pires de ses ennemis. Et il en a fait une stratégie politique. Alors moi, j'affirme quelque chose. C'est que dans un contexte qui était si difficile que l'Afrique du Sud, l'apartheid de l'Afrique du Sud, si Mandela, pas tout seul, mais si Mandela a pu faciliter le passage de l'apartheid à la démocratie dans une situation extrêmement difficile et tendue, à plus forte raison, nous, dans une situation qui est quand même difficile, mais pas à ce point-là, eh bien, je pense que la conviction qu'il y a de la bonté chez tout être humain, ça pourrait être une force politique qui pourrait changer le monde. Voilà ma conviction. Bravo. Bien, ce qu'on vous propose, c'est un petit temps où vous allez échanger entre vous, aussi pour avoir de la part de la salle des questions,
Mais plutôt que ça soit fait de manière individuelle, on va vous proposer d'échanger, alors vous vous tournerez, pour partager. J'essaie d'enseigner ça. Toutes les entreprises peuvent-elles être humanistes? Et si par hasard toutes les entreprises étaient humanistes, quid d'un monde où coexisteraient d'une part les entreprises humanistes et celles qui seraient restées du vieux paradigme? Alors, toutes les entreprises peuvent-elles être humanistes? Par un étrange hasard, dans mon livre, je ne parle pas des entreprises d'armement, des cigarettiers. C'est tout à fait un hasard, comme vous pouvez vous en douter. Donc, non, toutes les entreprises ne sont pas forcément humanistes, ne le seront pas en soi, parce qu'il y a des entreprises qui, en soi, dont la finalité sociale, dont la finalité me semble antisociale. Donc, et là, je voudrais dire aussi quelque chose d'important, c'est que, vous savez, aujourd'hui, comment dire, on nous parle effectivement du bonheur au travail, des choses comme ça, mais de la confiance au travail, de la liberté dans les entreprises, mais sans se poser la question de la finalité. Et ça, je crois que c'est bien qu'on soit heureux d'être au travail, mais aussi il faut se poser la question, à quoi sert l'entreprise dans laquelle je travaille? À quoi sert mon boulot? Donc, à la question, non, toutes les entreprises sont intrinsèquement, il y a des entreprises qui intrinsèquement ne peuvent pas être humanistes. Je crois qu'il faut le dire. Voilà. Okay. Maintenant, la cohabitation, écoutez, de toute manière, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, ce à quoi je crois le plus, ce que j'ai envie de défendre, c'est l'idée que, en décrivant des expériences, d'une part des études, mais aussi les expériences, des gens puissent s'en inspirer. C'est pas faire du copier-coller, c'est pas dire tiens ça a marché parce qu'il a fait ça, non. C'est de dire tiens cette histoire elle me parle, elle m'inspire et je vais voir comment moi je peux appliquer ça, mais pas d'une manière mécanique. Et du coup, en présentant ces histoires, moi ce que je souhaite, c'est que de plus en plus de patrons, de cadres, de managers, de consultants, ça puisse les inspirer, et donc que la proportion d'entreprises humanistes, de patrons, de cadres humanistes puisse progressivement devenir de plus en plus importante, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de point de bascule qui fasse que ça fasse basculer le système. Si demain, les gens qui travaillent dans les entreprises d'armement, tous se disaient « j'ai un idéal de vie qui n'est pas celui-là », il n'y aurait plus d'entreprise d'armement. Je rêve, mais Martin Luther King rêvait, et 40 ans après, un métis est arrivé, président des États-Unis. À un moment, je vous ai parlé de Danone. J'ai discuté avec celui qui est aujourd'hui le numéro 1 de Danone, Emmanuel Faber. Au moment où je le rencontre... Alors, Emmanuel Faber, il a été dans les business schools et il a appris le catéchisme comme quoi l'entreprise devait uniquement faire des bénéfices. Aujourd'hui, il pense exactement l'inverse. Aujourd'hui, à ses yeux, il le dit clairement, une entreprise n'a de sens que si elle a une finalité sociale. Et il dit que la valeur d'une entreprise, une des manières de mesurer la valeur d'une entreprise, c'est de voir les domaines dans lesquels elle choisit de ne pas faire de bénéfices. C'est intéressant. Et lorsque je le rencontre, il me dit, aujourd'hui, moi, ma raison d'être à Danone, c'est d'inspirer, parce que Danone est considéré comme une sorte de fer de lance des grandes entreprises à caractère humaniste. Il dit, ma raison d'être à Danone aujourd'hui, c'est d'inspirer le plus grand nombre de grands patrons à cette vision-là.
Pardon, c'était lui. Ouais. Bonsoir Jacques. Alors, nous, Bonsoir. dans le groupe dans lequel j'étais, on s'est attardé sur la personnalité de leader qu'on avait vu comme humaniste à la tête de caractères d'entreprises qui l'étaient tout autant, donc de leaders qui avaient inspiré ces entreprises. Et on s'est dit, dans des organisations qui ont connu des personnes plutôt contrôlantes à leur tête, et dans laquelle arriveraient des dirigeants avec des inspirations davantage humanistes, quelle transition opérer parce qu'a priori ça se fait pas d'un coup d'un seul. Est-ce que vous avez une idée d'un processus particulier qui permet d'y arriver? Alors je ne dis pas que voilà, mais c'est vrai que c'est très différent d'un patron qui crée sa boîte, un patron humaniste qui crée sa boîte, et de celui qui arrive. Alors d'abord, il y a une chose, c'est que la confiance, par exemple, ça ne s'acquiert pas en un jour, et de la part de la confiance des salariés vis-à-vis du nouveau patron, ça va prendre du temps. Ça, c'est une chose. J'ai un bon exemple, je vous citais tout à l'heure Hubert de Boisredon. Quand il est arrivé, donc c'est vraiment moi j'ai discuté avec un de ses un dirigeant syndical qui me dit c'est pas compliqué. Avant, quand on allait voir la direction, le patron et ses proches, on était reçus à la Kalachnikov, quoi. Et la seule idée qu'il avait de nous, on était les rois des cons. Alors je lui disais, et vous, qu'est-ce que vous pensiez du patron? Ah, c'était bien réciproque, donc ambiance, quoi. Ambiance. Et aujourd'hui, c'est radicalement différent, mais c'est vraiment radicalement différent l'ambiance. Mais ça se construit aussi, parce que quand je vous dis que c'est différent d'arriver, de créer... ce que j'ai vu dans ces patrons, ils accordent une grande importance au recrutement. Très important le recrutement, l'esprit de service chez les personnes qui recrutent. Par exemple, Christophe Laranduche, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a créé cette entreprise d'événementiel depuis plusieurs dizaines d'années, 20 ans, eh bien, il dit, quand il recrute des jeunes, évidemment, les jeunes, eh bien, ils montrent tout ce qu'ils savent faire. Lui, ce qui l'intéresse de savoir, c'est ce qu'ils ne savent pas faire et en quoi ils ont besoin des autres, et qu'ils le reconnaissent, pour l'esprit de collaboration. Mais, pour quelqu'un qui arrive, eh bien, l'exemple de Boisredon me semble intéressant. Lorsqu'il est arrivé, assez rapidement, il a reçu un par un ses cadres supérieurs et il leur a donné sa vision de l'entreprise dans laquelle il voulait développer. Et en particulier l'idée de la collaboration, de la coopération, de tout ça. Mais pas que... Et il leur dit, est-ce que ça vous donne envie de travailler dans cette ambiance, quoi. C'est une ambiance pourrie avant. Hein. Bon. La très grande majorité ont dit oui. 2 ou 3, je ne sais plus, ont dit non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétition. C'est d'être en compétition avec mes collègues, des challenges. Alors, toujours sur un mode positif. Évidemment, la compétition, c'est le challenge. Hein, vous voyez. Et là, eh ben, ils se sont séparés dans des conditions très avantageuses pour le salarié. Mais Hubert Boisredon, il tenait à avoir des cadres sur lesquels il pouvait s'appuyer pour diffuser cette vision qu'il voulait développer. Alors, la question qu'on avait, c'était face à un interlocuteur de l'entreprise, de quelle façon on pourrait commencer à faire partager cette vision humaniste de l'entreprise? Comment le convaincre, ou en tout cas faire partager ce regard, cette vision? Un peu ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est-à-dire pour moi c'est la force de l'exemple, d'être inspiré par des personnes qui vivent ça d'une manière vraiment authentique. Et en plus, alors il y a une chose qui est importante aussi, comme je vous ai dit, pour moi la finalité et la raison d'être de l'entreprise, c'est pas le profit, mais je connais aussi l'argument quand même qui consiste à dire on fait pas d'argent avec des bons sentiments. Et c'est aussi une raison pour laquelle dans mon livre j'ai plutôt choisi dans la présentation d'entreprises des entreprises qui étaient numéro 1 parce que je savais que numéro 1 pour certaines mondiales ou européens ou français, parce que je savais que l'argument est plus fort évidemment. Donc moi j'ai envie de dire ce qui me semble le plus convaincant. Le plus convaincant, ce n'est pas les études statistiques qui vous montrent que 95% des gens dans telle situation font ça. Le plus convaincant, c'est les histoires, c'est les petites histoires. Ça, j'y crois énormément. Moi, les deux m'intéressent. Les statistiques, ça va parler à notre cortex, certes, mais ce qui va nous mettre en mouvement, c'est des trucs qui touchent les émotions, qui touchent la profondeur de la personne.
Bon, une petite question. Oui. Alors, on parle d'entreprise humaniste, et donc tout à l'heure, tu as dit, bon, en gros, c'est par rapport au profit qui est un moyen, et puis on parle d'entreprise libérée, et libérée, c'est plus, a priori, ce que je comprends, un mode de management. Est-ce qu'une entreprise humaniste est forcément une entreprise libérée? Est-ce qu'une entreprise libérée est forcément humaniste? Bon. Alors ça, c'est assez délicat parce que les entreprises libérées, enfin, il y a une période, elles étaient très à la mode. Maintenant, il y a des regards plus critiques sur les entreprises libérées. Il y a 2-3 ans, j'avais déjeuné avec Isaac Getz et discussion fort intéressante. Alors, moi, je dirais que le mot libéré me gêne quand même, avec tout le respect que je dois pour lui-même et pour son collègue et leur travail. Libéré, mais libéré de quoi? Enfin, comment dire, je pense que les entreprises que j'ai rencontrées, pour la plupart, ne se sentent pas libérées, elles se sentent ouvertes. Enfin, c'est pas la même chose. Enfin, bon. Et puis, surtout, c'est que quand on lit, par exemple, le livre fondateur, hein, Liberté et compagnie, il y a plein de choses intéressantes, mais j'ai envie de dire, c'est focalisé sur 2 aspects en interaction, qui sont la confiance et la liberté. La confiance des managers vis-à-vis de leurs collaborateurs et la liberté que les collaborateurs ressentent. Et là-dessus, formidable. Mais il y a plein d'autres aspects que moi j'essaye de développer. La bienveillance, la coopération, l'esprit de service, le sens, qui ne sont pas dans le livre. Vous voyez, donc il faut être beaucoup plus vaste que ça. Et puis, deuxième problème plus profond, tout à l'heure je vous parlais d'entreprises d'armement, d'entreprises de cigarettes. Quand vous lisez le livre, alors il a évolué, hein, Isaac Getz, mais quand vous lisez le livre Liberté et compagnie, eh bien vous pouvez être une entreprise d'armement libérée. C'est pas incompatible. Vous laissez pleine liberté à vos salariés, vous leur faites confiance et ils sont super performants. Personnellement, je préfère qu'une entreprise d'armement ne soit pas trop performante, ni une entreprise de cigarettes. Si elle pouvait couler, ce ne serait pas plus mal pour l'humanité. Donc, voilà. Donc, voilà un peu la différence que je fais. Encore une fois, la finalité, elle est importante. Ça ne suffit pas la bonne ambiance, ça ne suffit pas qu'on se sente bien. Mais à quoi ça sert ce que je fais? Quelle est la mission que je peux vivre à travers mon activité professionnelle? Ça, c'est une vraie question. Vous savez, on dit l'important, c'est pas le comment, l'important, c'est le pourquoi. Et la question du pourquoi ne ressort pas du livre de Getz. Vous voyez, Getz, c'est du comment. Mais le pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi et pourquoi? Avec tout le respect. Et alors, pour répondre à la question finale, je pense que, en quelque sorte, toute entreprise humaniste est libérée, en quelque sorte, parce qu'elle contient les notions de confiance et de liberté. Mais en revanche, toute entreprise libérée n'est pas forcément humaniste. Ça va ? Jacques, je suis désolée, j'ai juste en fait quelque chose qui m'interpelle là-dedans. Je travaille avec le groupe Safran, donc qui fait de l'armement, qui fait des choses aussi pour la défense. Oui. Très bien. Et en fait, ils ont vraiment pour eux une vision. On va défendre nos soldats, on va défendre notre pays. Enfin, pour eux, la finalité, elle est noble. Donc après, chacun voit aussi ses valeurs différemment. Et je crois que on ne peut pas non plus complètement classifier ça, quoi. Oui. Alors, vous savez, moi j'ai vécu, tout à l'heure je vous parlais d'une certaine reconversion intellectuelle par rapport à l'entreprise. Personnellement, j'étais objecteur de conscience. Et à une époque où il n'était pas facile d'avoir le statut, j'ai fait de la prison pour obtenir le statut, et prison militaire. Et avec la promesse d'un premier colonel que j'ai rencontré, d'une première base, que ça durerait des années, ce qui à mon avis aujourd'hui était du bluff, mais quand vous êtes tout jeune, bien. Après je suis allé dans une autre base, et celui-là, ce colonel attendait la Troisième Guerre mondiale pour dégommer un maximum de monde. Bon, ça m'a pas aidé dans ma vision du monde de l'armée.
Mais, et à l'époque, en plus, il faut savoir, c'était à l'époque, vous avez la fameuse dictature des colonels grecs. Donc pour moi, colonel égale dictateur. Quand on est jeune, vous savez, on est un peu rapide. Mais dans une deuxième base où j'ai été envoyé, eh bien, enfin, comment dire, enfin, c'était la première en fait. Bon. Mais, eh bien, j'ai rencontré un colonel d'une qualité humaine, d'une vision du monde vers la paix qui m'a impressionné. Au point que, dans une discussion, la dernière discussion qu'on a eue, il m'a dit ceci, qui m'a énormément troublé. Il m'a dit, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu militaire. Alors je me suis dit, c'est bien, c'est dommage, on s'entendait bien, il va me faire une apologie de l'armée, non, pas ça quand même. Il m'a dit, vous savez, j'étais jeune, j'ai connu le nazisme, j'ai connu l'occupation, j'étais jeune et j'ai trouvé ça inacceptable, inhumain. Et je me suis dit, comment éviter ça? Et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que le nazisme, Hitler, a été repoussé par la force des armes. Et je me suis dit, c'est ça ta mission. Très bien. Mais il me dit aussi autre chose. Il me dit, vous savez, vous et moi, nous avons les mêmes valeurs. Peut-être que si vous aviez vécu à ma place à ce moment-là, vous seriez devenu militaire. J'ai pas pu lui dire oui. Ça m'aurait vraiment arraché la gorge. Mais il avait raison. Et d'ailleurs, je l'ai recherché et lorsque j'ai voulu le remercier de toutes ces discussions, eh bien, j'ai découvert qu'il était décédé. Alors, voilà. Donc, pour vous dire que, oui, je suis convaincu que les soldats le sont par amour de l'humanité. Je ne l'ai pas toujours pensé, mais je le pense profondément. Maintenant, j'espère ne pas trop vous choquer, mais là aussi je fais encore une nuance, mais je ne connais pas suffisamment cet univers des entreprises d'armement. Si on me dit qu'une entreprise d'armement vise à défendre la paix dans des pays démocratiques, why not? Mais je pense que les lois du marché étant ce qu'elles sont, les entreprises d'armement ne vendent pas des armes qu'à des pays démocratiques. Et dans ce sens-là, je suis désolé, mais au moins cette partie de l'entreprise d'armement, pour moi, n'est pas humaniste. Je ne sais pas si ce que je vous dis... Voilà. Je travaille avec les commerciaux et leur conviction en tous les cas, c'est qu'ils vendent un produit qui est important pour, dans leur mission et ils sont convaincus. Et du coup, l'ambiance en plus dans leurs entreprises, parce que c'est un groupe, est plutôt bonne. Je trouve, pour avoir travaillé avec eux, que pour la plupart des entités du groupe, ce sont des entreprises humanistes. Enfin, selon mon point de vue. Après, j'ai pas lu le bouquin encore. Alors, mais là vous dites aussi quelque chose qui me semble très important, c'est que pour ma part, et c'est aussi pour ça d'ailleurs, moi j'ai appelé ça entreprise humaniste, vous voyez, entreprise libérée aujourd'hui c'est une sorte de comment dire, bon c'est Isaac Getz et Brian Cartney, enfin je veux dire, moi je ne souhaite pas que le mot entreprise humaniste, le seul propriétaire de ce terme, ça soit moi. Et donc, je trouve très bien que chacun, sa vision de l'entreprise humaniste, moi je vous décris la mienne, et je ne prétends pas que c'est la bonne. Ok. On avait des questions dans notre groupe, alors je passe le micro. Dans notre groupe, on s'est posé la question de la taille. Vous avez parlé de Danone qui est un gros groupe, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite, malgré tout, par rapport à la taille de l'entreprise? Est-ce que c'est pas plus compliqué d'être humaniste avec un groupe, avec une stratégie d'actionnaire, avec une obligation, malgré tout, une pression sur la rentabilité financière de l'entreprise qui passe avant tout dans l'intention? Oui et non, dans le sens que moi, à la fois que j'ai rencontré ou dont j'ai lu des travaux, enfin des choses, c'est plus compliqué pour des grands groupes, mais c'est pas forcément comment dire, une limite, quoi. Je crois qu'effectivement, la direction, enfin,
patron est important, les actionnaires sont très importants, très très importants pour le dynamisme. Alors évidemment, quand vous avez de l'actionnariat anonyme, ça devient plus compliqué. Moi, dans le livre aussi, j'ai toute une partie sur les entreprises familiales qu'avant, évidemment, comme beaucoup, je considérais comme très paternaliste, vieux jeu, machin. Ouais, sauf que c'est des modèles en général d'entreprises humanistes. Et justement en raison de la posture de l'actionnariat qui n'est pas une visée à faire du profit à court terme, mais une visée de pérennité et de souci des salariés. Voilà. Mais dans une entreprise familiale, il y a une vision, il y a vraiment un poids important de la vision du patron, en général familial, qui permet cette vision-là humaniste. Absolument. Et vous savez, cette phrase que j'ai entendue, par exemple en anglais, We take care, ou bien Hubert de Boredon qui dit « Je suis responsable de ces familles », ce genre de propos, vous l'avez beaucoup plus dans les entreprises familiales, même grandes. Jacques, je trouve que déjà l'écriture d'un livre sur les entreprises humanistes fait partie du processus de l'appreciative inquiry, puisque c'est d'aller voir les belles histoires là où elles se trouvent. Quel effet sur toi a eu l'écriture de ce livre, dans la mesure où tu n'avais pas forcément une image très positive du monde de l'entreprise? Est-ce que ça a changé ta vision de cet univers? Oui. Alors, là, tu fais allusion en plus à l'appreciative inquiry. Pour moi, l'appreciative inquiry, ça rentre typiquement dans ce que je dis, vous savez, d'exemplarité, enfin pas d'exemplarité, de s'inspirer, hein, puisque c'est des belles histoires qu'on se raconte et qui inspirent ensuite. Et double aspect par rapport à l'appreciative inquiry, avec cette chance que j'ai eue de rencontrer Jean-Christophe et Jean, eh bien, je dirais, on a fait les formations ensemble, et eux aussi ont joué un rôle dans cette changement donc, de vision de l'entreprise. Et donc, cette évolution personnelle, elle ne s'est faite pas seulement au cours de l'écriture ou à la fin de la rédaction de ce livre, mais avant également, en particulier donc, avec Jean et Jean-Christophe. Maintenant, moi je pense par exemple que je n'aurais pas écrit ce livre si je n'avais pas rencontré deux personnes qui sont Hubert Boiredon dont je vous ai parlé, et puis quelqu'un qui est devenu un ami, un grand ami, et qui s'appelle Jean-Michel Tavant et qui était éducateur dans une structure qui s'appelle la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, et qui aujourd'hui est le directeur général de cette même structure qui contient aujourd'hui 800 salariés et 18 établissements à caractère social. Et lui, c'est dans le domaine social, Boiredon, c'est l'industriel, donc c'est deux univers complètement différents, mais ce sont les mêmes types de personnes. Moi, je résume en parlant de Jean-Michel, en disant, parce que je l'ai vu fonctionner, et je suis vraiment de près, il parle à la femme de ménage comme il parle au président de l'association, qui est un notaire, qui est une notabilité locale, tout le monde, c'est une sorte de star locale, très bon. Il parle de la même manière, exactement de la même manière. Et ce sont ce type de personnes qui m'ont inspiré pour écrire le livre. Et du coup, après avoir rencontré toutes ces personnes, oui, j'ai changé. Et j'ai changé de la même manière que j'ai changé, par exemple, par rapport aux militaires. Ça m'a profondément rempli de cette idée que, je le pensais avant, mais il y a de la bonté chez toute personne, et surtout, essaye, je me parle à moi-même là, essaye de ne pas avoir d'a priori sur les êtres en fonction de ton histoire passée. Regarde chaque personne de façon nouvelle, de ce qu'elle peut t'apporter de beau pour la vie. Voilà ce que ce livre m'a apporté, ça c'est clair. Eh bien, moi je trouve que c'est une belle conclusion. Bravo.